Le développement résulte de l'interaction de plusieurs types de capital. L'analyse économique du développement soutenable ou durable s'appuie sur la notion de capital productif dans ses différentes dimensions. On peut ainsi opérer une distinction entre les capitaux naturels, physiques, humains et institutionnels. Le capital naturel regroupe les ressources diverses de la nature susceptibles d'engendrer un service productif. Par exemple, les richesses de la mer, du sol ou du sous-sol. Le capital physique est produit par l'homme et utilisé comme moyen de production. On peut penser, pour illustrer ce type de capital, aux bâtiments, aux machines, au matériel, etc. Le capital humain regroupe les capacités physiques, intellectuelles d'un individu ou d'un groupe d'individus. Il peut être accumulé par la formation initiale ou professionnelle. Les institutions sont l'ensemble des cadres et contraintes humaines qui structurent les interactions politiques, économiques et sociales. On peut penser ici aux différentes lois, aux normes, qu'elles soient formelles ou informelles, mais aussi aux valeurs qui peuvent contribuer au bien-être des populations comme à la croissance économique. Le capital institutionnel regroupe donc l'ensemble des institutions plus ou moins formelles qui encadrent les relations entre agents économiques. Ces différents types de capital contribuent à la production d'un point de vue quantitatif et peuvent aussi contribuer au bien-être des populations d'un point de vue qualitatif. Si l'on prend l'exemple d'une ressource naturelle telle que la forêt, celle-ci peut constituer un capital productif mesurable, par exemple le bois de chauffage ou les essences d'arbres, mais aussi absorber une partie de la production de gaz à effet de serre, donc être utilisé comme un service productif non mesuré, non mesurable, être propice à la randonnée, elle rend ainsi un service non marchand, ou encore susciter le bien-être, par exemple la beauté du paysage. Nous allons examiner ici, dans cette seconde partie, les limites de la croissance. Depuis les années 1970, plusieurs événements ont favorisé la prise de conscience de l'existence de limites à la croissance économique. En effet, la volonté de produire plus en ayant recours à des matières premières et à de l'énergie en quantité croissante a eu des conséquences dommageables sur le patrimoine naturel. Les chocs pétroliers des années 1970 montrent la fragilité de cette ressource naturelle qui est menacée d'épuisement. On voit sur cette courbe l'extrême variabilité du prix du baril de pétrole avec deux fortes hausses en 1974 et en 1979. Ça correspond aux deux chocs pétroliers. Sur cet autre graphique, nous pouvons avoir une connaissance de l'évolution du nombre de barils de pétrole et donc de la disponibilité de cette ressource à long terme. Il apparaît que la période actuelle correspond au pic pétrolier selon les spécialistes. Il faut donc s'attendre à une rareté croissante de cette ressource malgré les fluctuations à la hausse ou à la baisse du prix du pétrole à court terme. À long terme, la ressource va devenir rare et donc son prix, normalement, logiquement, doit augmenter. La diminution de la biodiversité et l'extinction de certaines espèces animales. On peut voir sur ce graphique qu'en 30 ans, entre 1970 et 2000, la population des vertébrés avait diminué de 40%. De même, la déforestation. Si l'on observe l'évolution des surfaces de forêt depuis 1990, on voit que plus de 16 millions d'hectares de forêt ont disparu dans le monde. La croissance provoque aussi des accidents industriels majeurs, comme Bhopal en Inde, qui est le plus grave accident chimique de l'histoire, ou Tchernobyl en Ukraine en 1986, un accident nucléaire célèbre. Plus récemment, la catastrophe de Fukushima en 2011 au Japon était due à un tsunami qui a provoqué une catastrophe nucléaire, sans compter les nombreuses marées noires qui arrivent régulièrement dans le monde. On peut aussi mesurer les conséquences induites par le réchauffement climatique, telles que la fonte des glaces ou la progression des zones arides. Toutes ces dégradations de l'environnement
peuvent être attribués à l'activité humaine et donc à la croissance. Une seconde limite de la croissance est la surexploitation des biens communs. Les biens communs sont des biens particuliers qui ont deux propriétés. La première est leur rivalité. Cela veut dire que leur utilisation par un agent empêche leur utilisation par un autre agent. La seconde propriété est la non-exclusion. On ne peut exclure de la consommation des biens communs un agent économique particulier. Les ressources halieutiques, celles des milieux aquatiques comme les réserves en poissons, sont des exemples de biens communs. On voit ici, en rouge, qu'elles ont tendance à diminuer au cours du temps. On peut citer aussi les nappes phréatiques, les nappes d'eau souterraines, ou encore le climat et la biodiversité. Le problème avec les biens communs est que chaque bénéficiaire de l'usage du bien va chercher à augmenter autant qu'il le peut sa consommation individuelle de la ressource. Conséquence, si tout le monde fait ça, la ressource disparaît car elle aura été surexploitée. Un exemple, souvent cité dans les médias, c'est la surpêche du thon rouge. On peut voir sur ce graphique que les stocks ont baissé de 74% en 50 ans dans la Méditerranée et dans l'Atlantique. Ils ont été divisés par 4 environ entre 1957 et 2007. Les économistes parlent de tragédie des biens communs pour qualifier leur disparition due à leur surexploitation. Que faire pour éviter la tragédie des biens communs? Nous allons voir qu'il y a plusieurs solutions. 3 exactement. La première consiste à définir des droits de propriété. On veut ainsi rendre la ressource excluable, afin que les titulaires de ces droits aient intérêt à protéger celle-ci. C'est la solution privée, si l'on veut. Une autre solution, publique, celle-ci, consiste à faire appel à l'État pour réglementer l'usage de la ressource. Il peut ainsi créer des réserves ou des parcs naturels pour protéger la biodiversité, interdire la chasse ou la cueillette de certaines espèces, ou mettre en place des quotas de pêche. Une dernière solution consiste à gérer de façon communautaire ou coopérative les ressources communes. Une économiste américaine, Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel en 2009, a proposé cette troisième voie. Elle suppose la création d'institutions permettant de diffuser de la confiance entre les agents économiques. Mais toutefois, l'enjeu est important, car il s'agit de gérer ces ressources dans l'intérêt commun des générations actuelles, mais aussi et surtout dans celui des générations futures.